Du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu ce 9 mars 2026 à 19 heures au deuxième étage du centre Olivier-le-Tardif, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patrijonka, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Rémillard, Maxime Roberge et Patrick Tanguay, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale Mme Magali Lavigne ainsi que moi-même, M. Edine Guzik, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 9 mars 2026 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 heures. Merci beaucoup. Donc, je souhaite la bienvenue aux gens qui assistent à la rencontre ce soir. Je salue également les gens qui nous écoutent en direct là, via le Zoom et ceux et celles qui vont nous voir via la plateforme YouTube là, bientôt. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour là, du 9 mars 2026. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte là, les règles relatives de la régie interne et que les membres du conseil en ont pris connaissance qui prononcent à la lecture, j'aurai besoin des proposeurs ou d'une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 9 mars tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 4.1, Mme Cochon. Oui. Alors, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 9 et du 12 février 2026, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février, ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2026, et ce préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture des dits procès-verbaux. Je propose que le procès-verbal de la séance du 9 février ordinaire et extraordinaire du 12 février soit adopté tel que déposé. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, Mme Lefrançois. Oui, alors 5.1, je dois tout d'abord mentionner que, comme vous le savez, nous avons un nouveau système informatique depuis quelques mois. Il y a des intégrations progressives qui se font, des mises à niveau de façon progressive. Il y a de la formation continue aussi pour toute la mise en place de ce programme-là. Et dorénavant, la présentation va se faire comme un mois, mettons, comme exemple, ce mois-ci, je n'ai pas vraiment tous les comptes généraux à vous donner. Cependant, en début avril, je vais vous donner février. Mai, je vais vous donner mars, et ainsi de suite comme ça. Il y aura toujours comme un mois de décalage là, comparativement à avant. Il se peut que la présentation soit un peu différente parce que nouveau système informatique amène aussi des nouvelles présentations, des rapports, des nouveautés au niveau de la vision. Donc, au cours des prochaines semaines, justement d'ici avril, il y aura des formations plus grandes par rapport à ça pour mettre en place la nouvelle façon de faire officiellement à partir d'avril. Pour aujourd'hui, cependant, quand même, je vais vous donner le montant des salaires, donc 165 697,31 cotisation REER pour un total de 287 538,31. Donc, le mois prochain, vous allez recevoir février, puis ainsi de suite, finalement. Fait qu'on vous remercie à l'avance de votre attention et de votre collaboration par rapport à ça. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste en date du 28 février 2026, en conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 287 538,31 pour la période se terminant le 28 février, d'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette liste fait foi d'un rapport sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, M. Rémillard. Oui, renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Donc, on a le contrat d'assurance collective qui vient à échéance le 31 mars. Donc, je propose, suite à la proposition soumise par Beneva, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires avec Beneva pour la période débutant du 1er avril 26 au 31 mars 27 et d'autoriser la directrice générale, Magali Lavigne, à signer pour et au nom de la ville de Château-Richer les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, M. Tanguay. Oui, vente d'immeubles pour non-paiement des taxes municipales, considérant que la ville de Château-Richer doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la ville de transmettre au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales,
afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. Je propose que la directrice générale, Magali Lavigne, soit autorisée à transmettre avant le 19 mars 2026 au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré la liste des immeubles pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes et intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution du document qui est joint soit transmise à la MRC et au Centre de services scolaires des premières seigneuries, que la directrice générale Magali Lavigne soit autorisée à représenter la ville de Château-Richer lors de la vente prévue le 11 juin 2026 à 10 h. Que M. Édine Guzic, greffier, soit autorisé à représenter la ville lors de la vente prévue le 11 juin 2026 à 10 h en cas d'absence de Mme Lavigne. Que le montant maximal jusqu'auquel le représentant de la ville pourra enchérir lors de la dite vente sera défini ultérieurement par le biais d'une résolution, laquelle devra être transmise à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, c'est l'approbation de la Côte-Port 2026 pour le réseau Plus Mobile. Considérant que le développement Côte-de-Beaupré organise sous la dénomination sociale de Plus Mobile, organisateur de déplacement, le transport collectif et adapté. Considérant que les municipalités locales participantes contribuent financièrement aux services de transport dont elles bénéficient. Considérant que la quote-part de la ville de Château-Richer a été établie à 36 621,20 $, représentant 7,70 $ par habitant pour l'année 2026. Considérant que le 7,70 $ de quote-part inclut le transport collectif et le transport adapté dans toutes les municipalités participantes. Considérant que la quote-part de la municipalité est conditionnelle à la participation financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable au transport collectif et adapté, je propose donc que le conseil municipal accepte de payer la quote-part pour 2026, soit une somme de 36 621,20 $ à Développement Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 6, qui est le suivi des points d'information. Donc, je vais passer la parole à M. Patrick. Oui, bonsoir tout le monde. La semaine passée, on a eu une belle activité qui a été organisée avec un organisme qui s'appelle Vivre en Ville, qui, en collaboration avec la MRC et la ville de Château-Richer, donc Vivre en Ville, c'était une marche exploratoire faite auprès des aînés. Donc, on avait des membres de la FADOC, des gens qui habitent Château-Richer et des gens du club de marche de la Côte-de-Beaupré. Il y avait mon collègue, M. Roberge, et moi, et ainsi que notre coordonnateur au loisir et les gens qui s'occupent de l'urbanisme à la ville. L'idée, c'est de faire une marche exploratoire, donc dans un circuit déjà prédéterminé avec les personnes âgées, dans le principe où on regarde avec nos aînés, pour s'assurer finalement que comment on est capable d'adapter ou comment notre milieu de vie peut favoriser la marche active pour maintenir cette activité-là auprès de nos aînés. Puis on le sait, plus les gens demeurent actifs, mais plus ils demeurent à domicile, puis ils sont capables aussi de s'intégrer dans leur communauté, de rester intégrés. Fait que ce qui fait qu'on a fait cette marche-là. Il y a un rapport qui va découler de la marche qui pourrait être rendu public. On va même regarder, on se disait que ce serait intéressant de regarder avec les gens qui ont participé à cette marche-là pour voir les recommandations. Ce qui était très intéressant, c'est que les gens ont bien participé, ils ont émis des solutions, plein de trucs qu'ils voyaient, des recommandations. Fait que c'était vraiment une belle activité qui peut être même proposée de refaire sans avoir à faire venir l'organisme communautaire. C'était ça. Vous avez une petite information sur le mur de soutènement? Oui, le mur de soutènement, vous vous rappelez, le mur de soutènement qui est quand même une préoccupation majeure pour la ville. Vous le savez, on a fait des démarches, on a travaillé fort avec les analystes au MTQ pour s'assurer de déposer un projet, déposer une demande auprès du PAVEL. Tout était recevable, mais vous le savez bien, les subventions cette année ont été grandement coupées. 80% des municipalités qui ont déposé un projet ont été refusées, ce qui est notre cas. On voulait vous dire qu'on maintient quand même une pression sur le plan politique parce qu'on sait que c'est une considération majeure de vouloir refaire le mur. Pour l'instant, sachant qu'il n'y a pas d'ouverture au niveau des subventions, on reste à l'affût. S'il y a justement un nouveau programme où le PAVEL réouvre, on va pouvoir réappliquer dessus. Mais pour l'instant, ce qu'on sait aussi, c'est que la fonte des neiges, le printemps arrive.
On le sait qu'il peut avoir un impact sur le ruissellement d'eau plus additionnel, ce qui fait qu'on va faire une évaluation, une analyse pour voir l'état du mur, puis regarder comment on pourrait rendre public aux gens qui sont impactés par la fragilité du mur, pour voir est-ce qu'il y a des mesures additionnelles à faire pour justement assurer la sécurité, mais aussi s'assurer que la bonne communication auprès des citoyens. Ce qui fait que aussi il va peut-être avoir des travaux de consolidation temporaire qui vont être faits là, ce printemps. Merci beaucoup. Madame Lefrançois? Oui, merci. Alors, comme vous le savez, depuis mon premier mandat, je suis sur le conseil d'administration de OMH Côte-de-Beaupré. J'en profite pour vous mentionner que depuis décembre dernier, j'ai accepté la présidence du conseil d'administration. J'en suis très fière et très heureuse. Alors, en cette période de déménagement futur, là, on sait qu'au 1er juillet, normalement, il y a beaucoup de déménagements. Il y a des gens actuellement qui recherchent peut-être un loyer dans notre région. Alors, je vous rappelle que OMH a un service de recherche de logement pour tout le monde, peu importe qui recherche. Et OMH est au fait, finalement, des loyers disponibles et pourra vous référer aux endroits appropriés selon vos besoins. Si, par exemple, vous avez besoin de 2 chambres, est-ce que c'est une personne avec mobilité réduite? Donc, on peut faire un accompagnement, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vous invite à appeler Joanne Huyotte. Et le numéro de téléphone, c'est le 418-702-1318. N'hésitez pas à les contacter. C'est très populaire. À chaque année, vraiment, OMH réussit à trouver des logis pour plusieurs personnes. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Roberge. Merci, M. le maire. Je me fais ce soir le porte-parole de l'ensemble du conseil municipal pour faire une mise au point importante concernant le projet du Vieux Couvent et la mise aux normes de la caserne. Alors, depuis plusieurs semaines, un groupe d'opposants au projet laisse planer des doutes quant à la rigueur de l'organisation municipale entourant le projet d'acquisition du Vieux Couvent et la mise aux normes de la caserne. Certaines affirmations diffusées sur les médias sociaux remettent systématiquement en question les analyses réalisées par la Ville et par les professionnels mandatés. Et c'est pourquoi une mise au point s'impose. Donc, tout d'abord, en décembre dernier, à la suite de la présentation publique, le maire, M. Tanguay, conseiller, et la directrice générale ont rencontré un groupe de citoyens opposés au projet afin d'entendre leurs préoccupations. Lors de cette rencontre, certaines personnes ont proposé qu'une seconde inspection du bâtiment soit réalisée. La Ville a accueilli cette proposition avec ouverture. Afin d'assurer un climat de confiance, la Ville a même demandé au groupe de lui transmettre une liste de firmes d'inspection en qui il avait pleinement confiance. Parmi celles proposées figurait la firme Spotted Inc., située en Montérégie. La Ville a donc confié un mandat à cette firme afin qu'elle procède à une nouvelle inspection du Vieux Couvent et formule ses recommandations. Contrairement à ce qui est avancé par certains opposants, le rapport démontre le bon état général du bâtiment. Le Vieux Couvent a en effet fait l'objet au fil des ans de travaux de rénovation de grande qualité. Bien que l'inspecteur ayant produit le rapport soit tenu à un devoir strict de neutralité et d'impartialité, ses conclusions demeurent globalement positives. Bien entendu, certains travaux sont requis sur le bâtiment, ce qui est tout à fait normal pour un immeuble patrimonial de cette nature. Les travaux requis concordent cependant parfaitement avec les montants déjà projetés par la Ville et ne correspondent en rien au portrait alarmiste d'un projet qui mènerait la Ville dans un gouffre financier, comme certains le laissent entendre. Plusieurs scénarios ont été analysés avant d'envisager le déplacement de l'hôtel de ville vers le Vieux Couvent. Au fil des études, cette option s'est imposée comme la plus pertinente. Elle est financièrement responsable, stratégiquement cohérente avec le développement du noyau villageois et facilite la mise aux normes de la caserne, notamment pour les espaces de décontamination pour nos pompiers. Froidement analysée, légalement, financièrement et stratégiquement, cette solution est de loin la plus solide et la plus cohérente. Mais surtout, elle évite le casse-tête d'un agrandissement impossible ou le coût d'une construction neuve. Donc, il y a eu des questions liées à l'isolation et à la consommation énergétique. Donc, lors de la rencontre de décembre, certaines personnes ont affirmé que le Vieux Couvent coûterait une fortune
en électricité puisqu'ils seraient mal isolés, allant jusqu'à le qualifier de véritable passoire. Il a également été reproché à la Ville de ne pas avoir réalisé d'analyse thermographique afin de mesurer les pertes de chaleur dans les murs. Or, le rapport d'inspection identifie seulement 2 zones bien précises, présentant une déperdition thermique. La première concerne le balcon arrière, où les poutres s'insèrent directement dans le bâtiment, conformément aux techniques de construction traditionnelles de l'époque. Et la seconde touche un coin de mur situé au centre de généalogie. Ces constats demeurent localisés et limités. Le rapport vient par ailleurs corroborer l'audit réalisé par la firme d'architecte Marie-Josée Deschênes en ce qui concerne la présence d'efflorescence sur le mur de briques nord-est et l'hypothèse d'une influence de l'air salin. L'erreur a été corrigée, le reste du contenu de ce rapport a été réévalué et demeure solide pour la suite de son analyse en lien avec l'ensemble du bâtiment. Dans ce contexte, la Ville avait déjà, depuis décembre, mandaté plusieurs analyses complémentaires visant à établir un état des lieux plus précis. Celles-ci portent notamment sur la toiture, la maçonnerie, les fenêtres ainsi que les ouvrages d'art en bois. Des démarches sont en cours pour l'obtention de soumission. Laissez-moi prendre une gorgée. T'as le droit. Ensuite, sur le réaménagement du garage pour la décontamination. La caserne actuelle ne répond plus aux normes actuelles en matière de santé et de sécurité de nos pompiers, notamment en ce qui concerne les zones de décontamination recommandées par les organismes spécialisés. Nous avons envisagé, conformément à la suggestion citoyenne, d'installer la zone de décontamination dans l'ancien garage municipal, donc les portes, devenues au fil du temps une caserne improvisée. Une analyse détaillée démontre toutefois que cette option n'est pas réaliste. Même en limitant l'espace uniquement aux locaux de décontamination qu'on y aménagerait, des douches, des vestiaires, des locaux techniques et de circulation nécessaires pour 25 pompiers, la surface à réaménager excède les mètres carrés autorisés par la limite de seulement 25 % pour conserver le droit acquis. Un réaménagement majeur nécessiterait donc un dégarnissage, des travaux structurels importants ainsi qu'une réfection totale de l'enveloppe thermique pour assurer une température ambiante sécuritaire et un contrôle de l'humidité. De plus, de grandes portions du toit ne supportent pas les charges de neige requises par les normes actuelles et de protection civile, rendant tout réinvestissement lourd à long terme difficile. Avec ces travaux, les contraintes d'espace et les coûts associés limiteraient toujours l'efficacité opérationnelle et la sécurité des pompiers. En conclusion, réinvestir dans cet espace, les portes, pour y installer la zone de décontamination resterait complexe, coûteux et peu fonctionnel. La solution retenue par la Ville permet au contraire de répondre pleinement aux besoins de décontamination et en limitant les coûts et les travaux invasifs. Maintenant, sur la structure de la caserne et sa durée de vie. Il convient également de souligner que la structure actuelle de la caserne présente des défaillances qui nécessitent notre attention. Un renforcement ciblé de la toiture permettra de prolonger sa durée de vie jusqu'à 10 ans, tout en assurant la sécurité des occupants et en évitant la nécessité immédiate d'une reconstruction complète et coûteuse. Cette approche offre un double avantage. Elle permet de répondre aux exigences opérationnelles et de sécurité dans un horizon raisonnable, tout en consolidant l'investissement déjà effectué dans l'hôtel de ville actuel, qui reste pleinement fonctionnel et durable sans aucun travaux supplémentaires. Comparé aux coûts, à la complexité et aux contraintes d'une nouvelle construction sur le terrain actuel, central, cette stratégie apparaît comme la solution la plus prudente et équilibrée pour notre municipalité. Dans sa réflexion entourant la mise aux normes de la caserne, la Ville est également accompagnée par l'APSAM, l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, que le Conseil rencontrera avec nos pompiers la semaine prochaine. Cet organisme spécialisé soutient les municipalités dans l'identification des risques et dans la mise en place de pratiques sécuritaires pour les employés municipaux, notamment les services incendies.
La démarche de mise aux normes d'une partie de la caserne s'inscrit donc dans les obligations légales de la Ville à titre d'employeur. Lorsqu'un risque est identifié, l'organisation municipale doit évaluer les mesures à mettre en place. Les enjeux liés à la décontamination des équipements, à l'aménagement des espaces et à la protection de la santé des pompiers font donc partie intégrante de cette réflexion. Il a été avancé publiquement que cette affirmation ne reposait sur rien et ne pouvait être fondée, laissant entendre un manque de sérieux dans la démarche administrative de la Ville. Des preuves ont alors été réclamées. Or, la suite du processus prévoyait déjà la réalisation d'une inspection détaillée par des ingénieurs en structure afin de confirmer les observations formulées par les architectes. Cette inspection est maintenant complétée et le rapport est présentement en fin de rédaction. La Ville fera un suivi public des réceptions et études de celui-ci. Une publication distincte sera d'ailleurs réalisée afin de présenter plus en détail les éléments entourant ces obligations et les recommandations associées. Maintenant, rénovation de l'hôtel de ville actuel. Donc, il a été souligné que l'hôtel de ville aurait déjà fait l'objet d'une rénovation complète, laissant entendre que la Ville gaspillerait ainsi l'argent public en envisageant son déplacement. Cette affirmation ne reflète pas du tout la réalité. Les travaux réalisés par le passé ont concerné uniquement le second étage du bâtiment, pas le rez-de-chaussée, et n'incluaient pas la grande salle commune, à gauche, et l'ensemble des aménagements nécessaires au fonctionnement actuel des services municipaux. De plus, la majeure partie des coûts a été assumée par une subvention obtenue dans le programme RECIM. Il est donc inexact de laisser entendre que l'hôtel de ville aurait fait l'objet d'une rénovation complète financée à même les fonds municipaux. Maintenant, fonctionnement du service incendie et organisation des espaces. Il a été avancé que les pompiers pourraient utiliser différentes salles de formation ou de réunion réparties dans d'autres bâtiments municipaux. Une telle proposition traduit une compréhension partielle de la réalité opérationnelle d'un service incendie moderne. Le fait de disposer d'espaces regroupés dans un même bâtiment facilite non seulement les pratiques et la formation, mais également la coordination lors des interventions. Dans cette perspective, l'espace commun envisagé pourrait également devenir un centre de sécurité civile, servant de quartier général lors de situations d'urgence, ce que la Ville n'a pas. Cette fonction prend aujourd'hui toute son importance dans la planification municipale et permettrait également d'augmenter les possibilités de financement de certains programmes de subvention accordant une priorité aux projets intégrant ce type d'infrastructure dans cette période de changement climatique. Maintenant, cohérence des propositions avancées. Je vais prendre un peu d'eau. Message. Certaines interventions publiques remettent en question l'accès aux subventions gouvernementales susceptibles de soutenir le projet de mise aux normes de la caserne. Dans le même temps, l'idée de construire une nouvelle caserne pour un montant d'environ 3 millions de dollars est également évoquée, en faisant référence à ces mêmes sources de financement. Ces différentes hypothèses témoignent de l'intérêt que suscite ce dossier au sein de la communauté. Et à ce titre, la Ville et le Conseil reconnaissent l'importance du débat public et la contribution des citoyens à la réflexion entourant les projets municipaux. Toutefois, dans un souci de compréhension commune et de discussion constructive, il reste souhaitable que les réflexions et propositions formulées à l'égard de projets de cette nature puissent, lorsque possible, s'appuyer sur des données concrètes, des estimations réalistes et une bonne compréhension du cadre réglementaire applicable, d'autant plus lorsqu'elle tente d'infirmer les études professionnelles, techniques commandées par la Ville. Pour sa part, l'administration municipale a la responsabilité de s'assurer que les décisions prises reposent sur des analyses effectuées par des professionnels relevant souvent d'ordre professionnel, des évaluations financières et le respect des normes légales et réglementaires en vigueur, particulièrement lorsqu'il est question, comme dans ce cas-ci, d'infrastructures publiques et de sécurité des citoyens. C'est cette responsabilité qui commande les actions entreprises autour du projet du Vieux-Couvent. La Ville demeure bien sûr ouverte aux propositions susceptibles d'améliorer ces projets et d'enrichir la réflexion collective dont nous faisons partie, membres du Conseil.
Celles-ci peuvent contribuer de manière constructive au débat public lorsqu'elles permettent d'éclairer les enjeux à partir d'éléments objectifs et vérifiables, et à partir d'analyses précises selon les normes techniques et professionnelles en vigueur. Enfin, certaines interventions tentent de discréditer l'accompagnement offert à la Ville, notamment par la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Une telle affirmation est erronée et porte atteinte. La Ville travaille avec des professionnels expérimentés et hautement compétents, tant au sein de la FQM qu'auprès de plusieurs firmes reconnues dans leur domaine. Parmi celles-ci figurent notamment Génio, Union Structure, Englobe, Stantec, Tetrotech, ainsi que d'autres experts appelés à intervenir selon les mandats. Ces organisations regroupent des ingénieurs, architectes et spécialistes qui accompagnent quotidiennement les municipalités dans des projets d'envergure partout au Québec. Dans ce contexte, il apparaît pour le moins surprenant de laisser entendre que l'ensemble de ces professionnels, souvent régis par des ordres professionnels, seraient tous incompétents ou peu fiables. En terminant, gestion responsable et proactive. L'administration municipale, et cela inclut le conseil, demeure pleinement conscient de ses responsabilités envers les citoyennes et les citoyens de Château-Richer. Les décisions prises et celles qui sont à venir reposent sur des analyses sérieuses, des avis professionnels et une volonté constante d'assurer une gestion responsable des fonds publics. L'objectif demeure de doter la Ville d'infrastructures fonctionnelles, sécuritaires et durables pour les prochaines décennies. La Ville demeure ouverte à toute contribution constructive. Toutefois, comme pour tout projet municipal, les décisions doivent reposer sur des analyses professionnelles, des données vérifiables et un cadre réglementaire que la Ville a la responsabilité de respecter. La Ville poursuivra prochainement son travail avec rigueur, transparence et dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. La Ville s'engage à tenir les citoyens informés de l'évolution du projet et à fournir des mises à jour régulières au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'analyse des rapports techniques de façon tout à fait transparente et structurée, afin que chacun de nos citoyens puisse suivre le dossier de manière claire et compréhensible. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, M. Roberge. Très belle lecture. Il nous apparaissait important à l'étape-ci de l'évolution de ce dossier-là de faire un rapport détaillé un peu d'où on en était, faire une mise à jour, qu'on soit tout le monde, tous les citoyens au même diapason, qu'on ait la même compréhension et la même lecture également de ce dossier-là qui est important. D'autres dossiers vont suivre aussi dans les prochains mois, prochaines années, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. On sait qu'on a eu beaucoup de décisions conservatrices dans le passé. On sait qu'on doit maintenant aller d'avant puis de procéder dans différents dossiers. Mais tout ça se fait, je dirais, de façon, très réfléchie, de façon où on analyse vraiment chaque situation, chaque dossier. Et on s'appuie sur des experts, des gens qui ont des expertises, qui ont les connaissances dans le milieu là, dans lesquels on a besoin. Fait que ça, de projet en projet, on a fonctionné comme ça depuis le début, depuis, entre autres, l'arrivée de Mme Lavigne. Puis on va continuer à travailler dans ce sens-là aussi en même temps. Puis on veut rassurer les citoyens comme de quoi que les décisions qu'on prend ou les choix qu'on va faire, ils vont être appuyés par des ressources professionnelles qui nous auront conseillé dans le dossier en question. Pour ce faire, j'invite les gens à prendre soin de vérifier sur la page web de la Ville et la page Facebook de la Ville l'information qui concerne les différents dossiers. Comme vous voyez, là, on a une personne qui est entrée en fonction dernièrement au niveau des communications. Cette personne-là va s'occuper de mettre à jour l'information régulièrement, puis elle est dédiée à ce genre de dossier-là particulièrement. Donc, ce qu'on souhaitait, nous, c'est vraiment prendre tous les moyens pour que les citoyens soient bien informés dans chacun des dossiers qu'on travaille, puis sur quoi on travaille, puis pourquoi on travaille dessus aussi en même temps. Donc, on vous invite fortement, d'informer vos voisins, vos amis, vos parents de ce document-là qui est en place sur la page web de la Ville. Il va être en place demain matin. Pour faire le suivi de la rencontre de ce soir.
Et puis, on invite les gens à consulter régulièrement la page web de la ville et la page Facebook pour avoir l'information. C'est la seule page qui est officielle qui parle au nom de la ville de Château-Richer. Les autres pages, ce sont des pages qui sont personnelles, c'est des pages qui ont été créées par des tierces personnes, où il y a de l'information puis un objectif qui est visé pour chacune de ces pages-là. Ça leur appartient. Mais nous, on vous invite à venir vraiment consulter la page de la ville pour tout ce qui concerne les dossiers de la ville. L'information vient de nous. Sans plus tarder, je vais également vous parler d'une probablement une intervention qui va être faite après-demain par Hydro-Québec. Vous savez qu'on annonce du verglas. Là, la température est changeante, donc on ne sait pas là, si qu'est-ce qui va se passer, mais les lignes d'hydro là, entre la rue Châtelain et le karting, il y a une ligne d'hydro qui passe là. Et il va y avoir une période où Hydro-Québec va intervenir puis ils vont faire du déglaçage des lignes pour enlever le poids sur les lignes. Donc, il y a des risques de glaçons là, qui tombent sur la chaussée. Donc, il n'est pas impossible qu'on soit obligé d'interrompre la circulation pendant un certain temps. On a parlé que ça pourrait aller jusqu'à 2 heures. Donc, on tenait à en informer la population. Peut-être que ça n'arrivera pas parce que des fois, la température change puis ça peut être juste de la neige qui va tomber et non du verglas, mais quand même, on tenait à vous informer qu'il allait y avoir une intervention qui va être faite par Hydro-Québec. Et encore une fois, on vous invite à suivre la page Facebook de la ville parce qu'on va vous mettre au courant là, régulièrement là, de toute l'évolution du dossier à ce moment-là au fur et à mesure. Ça va? Donc, je vous remercie. Nous allons passer sans plus tarder au point 7. Donc, je passe la parole à M. Tanguay pour le point 7.1. Oui, merci. Adoption du second projet de règlement 651-26 modifiant le règlement de zonage numéro 575-20. Considérant que le règlement de zonage 525-20 prescrit des normes d'éloignement autour des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable, considérant que ces normes issues du premier plan métropolitain d'aménagement et de développement s'adaptent mal aux spécificités locales et représentent un frein pour construire de nouveaux bâtiments principaux et ainsi optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés, considérant que le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de la Côte-de-Beaupré permet, sous certaines conditions, de déroger à ces normes par modification réglementaire conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la MRC de la Côte-de-Beaupré a réalisé un exercice d'analyse susceptible de permettre la prise en compte de l'héritage urbanistique du territoire tout en garantissant les impératifs de protection des milieux humides et hydriques associés aux normes submentionnées, considérant que la ville de Château-Richer juge opportun de pouvoir optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés tout en garantissant la protection des milieux humides et hydriques, considérant que le règlement de zonage 525-20 est le véhicule réglementaire identifié à cette fin, considérant que des objectifs et des critères relatifs à la diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable devront être par ailleurs prescrits au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le second projet de règlement 651-26 a pour objet de modifier le règlement de zonage 525-20 principalement afin de identifier les lots admissibles à une diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable, permettre une meilleure densité dans certains secteurs du périmètre urbain desservis par l'aqueduc et les égouts, ainsi que de retirer deux réalisations complétées avec succès. Considérant que le second projet de règlement 651-26 a pour objet de modifier le règlement de zonage 525-20 sur divers autres objets, notamment afin de devancer au 1er octobre les périodes durant lesquelles les abris d'hiver sont autorisés. Considérant que l'avis de motion du règlement numéro 651-26 a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 février 2026, considérant que le projet de règlement 651-26 a fait l'objet d'une consultation publique tenue le 26 février 2026, considérant qu'aucune objection n'a été formulée durant la séance de consultation publique et que les clarifications ont été apportées pour les questions soulevées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption,
Considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 9 mars 2026, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement 651-26, modifiant le règlement de zonage numéro 575-20. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 7.2, M. Tanguay. Adoption du règlement 652-26, modifiant le règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, principalement afin de prescrire des objectifs et des critères relatifs à la diminution de la norme d'éloignement par rapport à des lieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable. Considérant que le règlement de zonage 525-20 prescrit des normes d'éloignement autour des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable, considérant que ces normes issues du premier plan métropolitain d'aménagement et de développement s'adaptent mal aux spécificités locales et représentent un frein pour construire de nouveaux bâtiments principaux et ainsi optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de la Côte-de-Beaupré permet, sous certaines conditions, de déroger à ces normes par modification réglementaire conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la MRC de la Côte-de-Beaupré a réalisé un exercice d'analyse susceptible de permettre la prise en compte de l'héritage urbanistique du territoire en garantissant les impératifs de protection des milieux humides et hydriques associés aux normes submentionnées. Considérant que la ville de Château-Richer juge opportun de pouvoir optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés tout en garantissant la protection des milieux humides et hydriques, considérant que le règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale est le véhicule réglementaire identifié à cette fin. Considérant que la ville de Château-Richer juge également opportun de revoir certaines modalités actuelles du règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans une perspective de clarté et d'allègement administratif. Considérant que la ville de Château-Richer juge également opportun de prescrire de nouvelles modalités au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans une perspective de modernisation réglementaire. Considérant que le règlement 652-26 a pour objet de prescrire des objectifs et des critères relatifs à la diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable. Considérant que l'avis de motion du règlement 652-26 a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 février 2026, considérant que le projet de règlement 652-26 a fait l'objet d'une consultation publique tenue le 26 février 2026, considérant qu'aucune objection n'a été formulée durant la séance de consultation publique et que les clarifications ont été apportées pour les questions soulevées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 9 mars 2026, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que les copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je propose d'adopter le règlement 652-26 modifiant le règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, principalement afin de prescrire des objectifs et des critères relatifs à la diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable. Merci beaucoup. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 7.3, M. Roberge. Merci, c'est maintenant de mon tour. Donc, on est à l'étape de l'adoption de règlement. Donc, on va les lire tout du long. Une demande de M. Greffier. Donc, on y va avec le point 7.3, qui est l'adoption du règlement 653-26, modifiant le règlement 574-20, relatif au plan d'urbanisme. Considérant que la croissance des ménages entre 2031 et 2041
sera concentré dans les municipalités de la région métropolitaine de recensement de Québec, dont fait partie la ville de Château-Richer. Considérant qu'une variété des besoins en logement en découlant est anticipée et que la ville souhaite se positionner favorablement sur le segment villégiature de ses besoins en s'appuyant sur une partie de son territoire propice à cet effet, soit les zones forestières et forestières récréatives accessibles. Considérant que, conformément à l'article 3.1.3.4.2 du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC, la ville de Château-Richer peut délimiter, à même affectation forêt et récréation, des zones prioritaires d'aménagement de la villégiature pour une superficie totale maximale de 75 hectares. Considérant que le projet de règlement 653-26 a pour objet de modifier le règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme principalement afin d'identifier 3 zones prioritaires de villégiature sur le territoire de la ville. Considérant que le projet de règlement 653-26 a pour objet de modifier le règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme sur divers autres objets, notamment afin de préciser et mettre à jour la liste des rues privées reconnues. Considérant que l'avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 février, considérant que le projet de règlement a fait l'objet d'une consultation publique tenue ici même le 26 février, considérant qu'aucune objection n'a été formulée durant la séance de consultation publique et que les clarifications ont été apportées pour les questions soulevées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance de ce soir, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, considérant que des copies du règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la présente séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 653-26, modifiant le règlement 574-20 relatif aux plans urbanistes. Merci. Donc, avant de passer au vote, j'aimerais préciser que le 4e alinéa, on précise là-dedans qu'on a 3 zones de prioritaire de villégiature. Mais lors de la consultation publique qu'il y a eu là, au mois de 26 février, c'est ça, on a informé les citoyens, puis il y a des citoyens qui ont fait de la demande pour ajouter d'autres zones. Fait qu'il y a des zones qui vont s'ajouter aussi au niveau du règlement. Donc, on part avec le règlement, il y a 3 zones, mais il pourrait y avoir d'autres zones qui vont aussi s'ajouter, tout dépendant des dossiers qui sont demandés par les citoyens. Donc, c'est pas limité à ces 3 zones-là. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, je vais conclure que la résolution est adoptée à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 7.4. M. Robert. Oui, dernier pour ma part. Donc, c'est l'adoption du règlement 654-26, modifiant le règlement 598-22, relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, donc le PPC-, afin de prescrire des critères spécifiques pour les normes de construction sur le lot 5 337 323 dans le secteur de Saint-Échiquier. Donc, considérant que le règlement du zonage 525-20 prescrit des normes de construction à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente dans les bassins versants des prises d'eau potable, considérant que des exemptions sont déjà prévues à l'égard de l'application de ces normes, dont notamment lorsque la construction ou les travaux devant être réalisés sur tout terrain situé en bordure d'une rue construite, non desservie par des réseaux d'égouts sanitaires ou pluviales, lorsque 75% de la longueur linéaire de cette rue, obtenue en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de cette rue, a été subdivisée et construite. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC permet, sous certaines conditions, de déroger à ces normes par modification réglementaire conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement 598-22 relatif au PPC- vise à permettre l'autorisation à la suite d'une demande et dans le respect de certaines conditions de certains projets qui dérogent à l'une ou l'autre des dispositions du règlement de zonage 525-20, considérant que le lot 5 337 323 présente des conditions particulières d'aménagement et un lotissement antérieur à la date d'entrée en vigueur, donc le 17 janvier 2014, du schéma d'aménagement de la MRC, considérant que la ville de Château-Richer a réalisé un exercice d'analyse susceptible de permettre la prise en compte des particularités du lot en question, tout en garantissant les impératifs de protection des sources d'eau potable associées aux normes submentionnées, considérant que la ville de Château-Richer juge opportun de pouvoir optimiser l'utilisation
du lot dont il est question, tout en garantissant la protection des sources d'eau potable. Considérant que le règlement 654-26 a pour objet de prescrire des critères spécifiques pour les normes de construction sur le lot 5 337 323. Considérant que l'avis de motion du règlement 654-26 a été dûment donné lors de la séance ordinaire de février. Considérant que le projet de règlement 654-26 a fait l'objet d'une consultation publique tenue le 26 février, considérant qu'aucune objection n'a été formulée durant la séance de consultation et que les clarifications ont été apportées pour les questions soulevées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance de ce soir, et considérant que des copies du règlement sont présentement disponibles à la disposition du public, je propose donc d'adopter le règlement 654-26 modifiant le règlement 598-22 relatif au PPC-MOI afin de prescrire des critères spécifiques pour les normes de construction sur le lot 5 337 323. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 7.5, Mme Péchon. Merci. Adoption du règlement 657-26, abrogeant les règlements 129-67 et 285-95. Considérant le processus de refonte réglementaire en cours à la Ville de Château-Richer, considérant l'adoption en 1995 du règlement 285-95 modifiant le nom de la route Saint-Achillé, du rang Saint-Achillé et du rang Saint-Achillé-Ouest, considérant l'adoption en 1967 du règlement 129-67 relatif aux heures d'ouverture et jours d'ouverture des bureaux de l'Hôtel de Ville, considérant que le règlement 285-95 n'a jamais été implanté et que le règlement 129-67 est caduc et correspond à une pratique ancienne et révolue, considérant que les règlements ne peuvent être abrogés que par un autre règlement ou un texte avec une autorité supérieure, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 février 2026 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant ce règlement qui était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 9 mars 2026, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, je propose d'adopter le règlement 657-26, abrogeant les règlements 129-67 et 285-95. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. M. Robert, 8.1 et 8.2. Merci pour 8.1. Donc, c'est tout simplement le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU là, qui s'est tenue le 18 février 2026. Donc, simplement pour confirmer que le service de l'urbanisme a fait parvenir au Conseil, préalablement à la séance de ce soir, le compte-rendu de notre réunion, où j'ai été en présence de M. Tanguy, président du CCU. Donc, je poursuis avec la résolution au point 8.2 pour l'identification des rues publiques reconnues. Considérant que le règlement 578-20, donc adopté en 2020, relatif à la gestion des règlements d'urbanisme prévoit à l'annexe 1 que lorsqu'une rue publique est la propriété de la ville, elle est reconnue en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un procès-verbal municipal. Considérant que le Conseil juge opportun de dresser la liste actualisée 2026 des rues publiques reconnues sur notre territoire. Donc, je propose d'abroger et de remplacer toute autre liste de rues publiques reconnues par la nouvelle liste qui a été remise aux membres du Conseil et qui est disponible à l'Hôtel de Ville pour nos citoyens. Donc, voilà ma proposition, M. le maire. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.3, M. Tanguay, je change la formule. Ça revient. Ça revient, les réflexes. Les réflexes. M. Tanguay? Oui, autorisation d'un usage temporaire sur le lot situé au 85-60 boulevard Sainte-Anne, considérant qu'une demande a été déposée par le propriétaire afin d'implanter un kiosque temporaire de vente de fruits de mer en cours à vente du bâtiment commercial. Donc, je propose d'autoriser à titre d'usage temporaire l'implantation d'un kiosque de vente de fruits de mer
situé au 8650 boulevard Sainte-Anne pour la période du 27 mars 2026 au 31 mai 2026, les vendredis, samedis et dimanches seulement. D'autoriser l'installation de 2 enseignes publicitaires temporaires d'une superficie maximale de 2 mètres carrés chacune, en cours avant, en retrait de l'emprise de la rue. De préciser que cette autorisation est valide uniquement pour la période mentionnée et qu'à son échéance, toute installation temporaire devra être retirée, de conditionner cette autorisation au respect de l'ensemble des autres règlements municipaux applicables. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.4, M. Roberge. Merci. Donc, c'est une approbation au PIA pour des rénovations à la grange du 4 rue du Petit Pré. Donc, considérant que le projet vise la réalisation de travaux sur la grange du 4 Petit Pré. Considérant que les membres du CCU ont, lors de la réunion du 18 février, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition particulière la demande. Donc, je propose au Conseil d'accepter sans condition la demande pour des travaux sur la grange du 4 rue du Petit Pré. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.5, M. Roberge. Je poursuis donc pour l'approbation au PIA pour panneaux solaires au 71-68 Avenue Royale. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de la réunion du 18 février, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans aucune condition particulière la demande. Donc, je propose au Conseil d'accepter telle quelle la demande pour l'installation de panneaux solaires à cadrage noir sur les pans ouest du garage situé au 71-68 Royal. Merci. Comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.6, M. Tanguay. Approbation au PIA, démolition, reconstruction du garage au 24 Avenue Royale. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 18 février 2026, émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter la demande d'approbation au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la démolition du garage situé au 7324 Avenue Royale et sa reconstruction selon les caractéristiques sous-mentionnées, sous condition que toute rénovation extérieure de la résidence visant la toiture, le revêtement, les fascias et les soffites soient de couleur à s'harmoniser avec les couleurs autorisées par la reconstruction du garage. Je propose d'accepter la demande d'approbation en lien avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la démolition du garage au 73-24 Avenue Royale et sa reconstruction selon les caractéristiques sous-mentionnées. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.7, M. Tanguay. Oui, approbation PIA, remplacement des fenêtres au 399 rue Pichette. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 18 février, émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter la demande d'approbation au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre le remplacement de fenêtres de la résidence située au 399 rue Pichette, à condition que les nouvelles fenêtres soient identiques en forme, en couleur et en matériaux bois aux fenêtres actuelles. Donc, je propose d'accepter la demande. Merci. Donc, n'ayant pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.7, M. Tanguay. Approbation au PIA, Cabanon, 20, montée du parc. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion, émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la construction d'un cabanon au 20, montée du parc selon les caractéristiques mentionnées. Merci. Donc, n'ayant pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.9, M. Roberge. Merci. Donc, approbation au PIA. Donc, considérant que le projet vise la construction d'un garage attenant à la résidence située au 99 Montée du Parc. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition particulière la demande. Donc, je propose d'accepter sans condition la demande pour permettre la construction d'un garage au 99 Montée du Parc. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.10, M. Tanguay. Approbation PIA, agrandissement 110 route Saint-Achillée. Donc, considérant que les membres du CCU, lors de la réunion, ont émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter la demande d'approbation au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'agrandissement
sous condition que la toiture soit d'une couleur grise s'harmonisant avec la couleur des toitures actuelles du garage et de la résidence. Je propose d'accepter la demande telle que proposée. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.11 de M. Roberge. Donc, une autre approbation au PIA. Concernant que le projet vise la construction d'une résidence sur le lot 6 302 072, qui portera l'adresse 488 route de Saint-Achille. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition particulière la demande. Donc, je propose au Conseil d'accepter sans condition la demande pour permettre la construction d'une résidence qui portera le numéro 488 route de Saint-Achille. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.12, M. Tanguay. Autorisation de cession d'un lot considérant la résolution 2026-0902-044 datée du 9 février 2026 par laquelle le Conseil municipal autorisait la demande de permis de lotissement aux fins de lotissement d'un lot adjacent au lot 5 641 592 afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements sans compromettre la pleine fonctionnalité de l'infrastructure municipale en présence. Considérant que le conseil municipal doit approuver la cession du lot ainsi créé, je propose d'autoriser les services administratifs de la Ville à effectuer toute démarche avec tout notaire approprié relativement à la cession du lot créé et à partir du lot 5 641 592, d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer tout acte notarié permettant la cession de tel lot promoteur en contrepartie du paiement d'un prix de vente de 1 000 $ sur recommandation positive en ce sens des services administratifs de la Ville, suivant l'étude de tout projet d'acte notarié en ce sens. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.13, M. Tanguay. Autorisation d'une implantation temporaire aux 2 rue des Rossignols. Considérant que la résidence 602 rue des Rossignols est située sur un terrain d'angle qui a pour effet de contraindre l'implantation d'un garage à respecter les marges de recul avant sur 2 côtés du terrain, rendant son implantation difficile. Je vais lire au complet celui-là parce que considérant que la résidence est implantée sur le terrain de manière à ne laisser aucun espace pour implanter un garage à un autre endroit que dans la cour avant ou avant secondaire, considérant qu'un projet d'agrandissement de la résidence vers l'est, à l'emplacement du garage actuel est prévu et qu'il devient nécessaire de déplacer le garage à un emplacement temporaire durant les travaux de construction, considérant que le relief en pente du terrain, la présence d'une installation septique, d'un puits de captation d'eau potable et de l'entrée de véhicules constituent des contraintes qui empêchent ou rendent difficile l'implantation du garage ailleurs sur le terrain. Considérant que le garage a une dimension de 4,88 m par 4,88 m, considérant que l'emplacement proposé par les propriétaires correspond aux caractéristiques suivantes, implanté à un minimum d'1 mètre de la ligne avant donnant sur la rue des Rossignols, implanté au centre de la ligne avant donnant sur la rue des Rossignols, considérant que le garage sera démoli avant le 1er septembre 2026. Considérant que l'article 7.9 du règlement de zonage 575-20 permet au conseil municipal d'autoriser par résolution un usage et des constructions temporaires et d'en préciser les modalités d'exercice, je propose d'autoriser l'implantation temporaire du garage actuel tel que proposé et de conditionner cette autorisation temporaire à ce que le bâtiment en question soit démoli avant le 1er septembre 2027. Parfait. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 9.1, Mme Patrice Jonca. Oui, merci. Donc, 9.1, liberté intellectuelle en bibliothèque publique. La Ville a reçu une demande provenant du réseau Biblio afin de prendre une motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Donc, on nous a demandé de faire une petite résolution à ce sujet. Donc, considérant le manifeste de l'UNESCO qui déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale, et que, considérant plusieurs situations partout à travers le monde, laissant crainte pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression,
Je propose que la Ville de Château-Richer, afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, reconnaît officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, et la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et à ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, Mme Cochon. Oui, merci. 9.2, utilisation de la voie publique, mini-marathon de l'école de la Châtelaine. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer, le 10 février dernier, a reçu une demande de l'école de la Châtelaine pour la réalisation d'un mini-marathon pour les élèves qui serait prévu le jeudi 28 mai ou le 29 mai en cas de mauvaise température. Alors, je propose d'accepter la demande d'utilisation de la voie publique aux fins d'organisation de mini-marathon le 28 ou 29 mai prochain, entre 13h et 14h, de sorte à interdire complètement la circulation sur la rue du Couvent entre l'avenue Royale et la rue Pichette, interdire complètement le stationnement ainsi dans le secteur visé, de conditionner cette acceptation à l'obtention et le maintien d'une assurance civile pour la durée de l'événement et de conditionner cette acceptation à l'exemption de la Ville de toute responsabilité pour tout incident ou accident lié directement ou indirectement à la tenue de l'événement. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Rémillard. Oui. Demande d'aide financière en camp chinois Art et Reflet. Considérant que le 12 février dernier, la Ville de Château-Richer a reçu une demande de commandite au montant de 500 $ de la part de Art et Reflet pour la réalisation de la 22e édition de leur encamp bénéfice, qui aura lieu le samedi 18 avril au centre Olivier-le-Tardif. Donc, considérant que selon le plan de visibilité déposé, la Ville pourra bénéficier d'une visibilité selon la valeur de la contribution effectuée, considérant que cette demande est conforme à la politique de dons et commandites en vigueur et que cette somme est disponible au poste budgétaire afférent. En conséquence, je propose d'octroyer une somme de 500 $ à Art et Reflet pour l'organisation de la 22e édition de leur encamp bénéfice. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, Mme Cochon. Oui, alors, adoption de la politique des familles et des aînés, considérant que la démarche de consultation et l'élaboration de diagnostics auprès des familles et des aînés de Château-Richer ont été complétées. Considérant que les membres du Conseil ont complété et finalisé la proposition du comité de pilotage famille et aînés relative à la politique des familles et des aînés de son plan d'action 2026-2030, considérant que cette politique servira de guide et d'engagement à offrir un milieu de vie accueillant et stimulant pour les familles et les aînés. Considérant que cette politique permettra à la Ville de Château-Richer de développer une pensée et un agir dédié aux familles et aux aînés dans les prises de décision de la Ville, considérant qu'il y a lieu de nommer des personnes sur le comité de suivi ayant pour but de s'assurer de la continuité et de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal, je propose que le conseil municipal de la Ville adopte la politique des familles et des aînés, ainsi que son plan d'action 2026-2030, de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de suivi des familles et des aînés. Madame Aimée Lefrançois Huot, représentante des familles. Monsieur Claude Véraud, représentant des aînés. Monsieur Jacques Pichette, représentant des organismes. Moi-même, responsable des questions famille et aînés. Monsieur Martin Pouliot, coordonnateur, loisirs, culture, patrimoine et développement. Parfait, merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 10.1, Mme Jonca. Catherine Jonca. Oui. Autorisation de procéder à la destruction de documents en vertu du plan et du calendrier de conservation, donc considérant le dépôt de la liste des documents à détruire en vertu du calendrier de conservation de la Ville de Château-Richer, considérant la recommandation du service du greffe de procéder à la dite destruction. En conséquence, je propose d'autoriser Access à procéder à la destruction des documents énumérés sur la liste des documents à détruire, et ce, en conformité avec le calendrier de conservation de la Ville de Château-Richer. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 11.1, M. Rémillard. Oui. Identification de la contribution de la Ville à l'entretien estival 2026 des chemins des Merles et des Chênes. Il s'agit de 2 chemins privés qui vont être utilisés fréquemment là, par le service des travaux publics et la Ville.
Les propriétaires ont demandé là, qu'on entretienne les surfaces. Donc, ce qui a été proposé, c'est qu'on va faire un maximum de 4 nivellements au besoin. Il va y avoir une recharge granulaire partielle. Il va y avoir seulement une intervention de ce type. Et puis, il faut identifier aussi qu'il n'y aura pas d'autres interventions possibles à part ce que je viens de nommer. Il n'y aura pas de financement. Toute activité d'épandage anti-poussière, de travaux de fossés sont exclus. Donc, la contribution n'engage aucunement la Ville, aussi accepter la municipalisation éventuelle de toute ou partie du chemin. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Je vais finir par l'avoir. 11.2, M. Rémillard. Oui, demande de compensation pour l'entretien des chemins pour l'année 2023 au Pavel. Ça, c'est pour le transport routier, le transport forestier sur la route Saint-Achille. On fait une demande au ministère du Transport pour une compensation monétaire. Le point 11.2, c'est pour l'année 2023. On a eu 298 camions de recensés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à l'aide des transporteurs aussi, qui nous ont fourni ces chiffres. Donc, moi, je propose d'adopter que le Conseil municipal de la Ville de Québec demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation, susmentionné, et ce, sur une longueur totale de 15 km. Je vous laisse aller avec le 11.3. Le 11.3, qui est pour l'année 2024, on a recensé 250 camions. Et puis le point 11.4, qui est pour l'année 2025, 582 camions ont été recensés. Donc, je propose encore une fois là, que le Conseil municipal de la Ville de Château-Richer demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation subventionnés, et ça sur une longueur totale de 15 km. Donc, pour les points 11.2, 11.3 et 11.4, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 11.5, Mme Lefrançois. Merci. C'est avec bonheur et avec joie que je vous annonce ce qui suit. Je crois que je peux le dire vraiment au nom du Conseil. Parce que bien qu'une ville se doit d'avoir une vision globale, faire face aux défis, aux besoins, aux imprévus, regarder le potentiel aussi pour notre ville, il n'en demeure pas moins que nous n'oublions pas nos priorités. Et nous allons vous présenter ce soir une réponse positive pour le service des égouts à Château-Richer. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a reçu, le 17 février 26, une lettre de promesse par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Geneviève Guilbeault, dans le cadre du programme d'unité individuelle de traitement de l'eau, donc le PUI, considérant que telle promesse indique que la Ville est admissible à une aide financière maximale de 2 190 553 dans le cadre du volet 1 du programme PUI. Considérant que la Ville a reçu le 26 février 26 la convention de subvention relative à l'octroi d'une subvention dans le cadre du volet 1 du programme PUI, considérant que le maire représentant la Ville de Château-Richer doit procéder à la signature de telles conventions dans les meilleurs délais et en transmettre la copie signée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 11 mars 26, je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, pour le compte et au nom de la Ville, à signer la convention de subvention relative à l'octroi d'une subvention dans le cadre du volet 1 du programme PUI, dûment reçu le 25 février 26. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 12.1. M. Tanguay. Confirmation d'embauche d'une trésorière adjointe et greffière adjointe. Donc, je propose de confirmer l'embauche de Mme Mélanie Ferland à titre de trésorière adjointe et greffière adjointe, d'accorder à Mme Mélanie Ferland les pouvoirs et responsabilités légales qui lui sont conférés par les lois et règlements en vigueur, incluant sans si limité de signer tout document officiel au nom de la Ville dévolu au greffier et à la trésorière en leur absence. Que M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec Mme Mélanie Ferland. Que cette résolution soit rétroactive au 9 mars 2025 en matinée, date d'entrée en fonction de Mme Ferland. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité.
12.2, Mme Patrice Jonca. Alors, 12.2, confirmation de messieurs Romain Berger, Edine Guzic, Étienne Morin et Martin Pouliot au poste du directeur de l'urbanisme, greffier, consultant en urbanisme et coordonnateur loisirs, culture, patrimoine et développement. Alors, considérant la satisfaction de la Ville eu égard à la qualité du travail, du professionnalisme et de l'engagement des employés précités, je propose que messieurs Berger, Guzic, Morin, Pouliot soient confirmés au poste de directeur de l'urbanisme, greffier, consultant en urbanisme et coordonnateur loisirs, culture, patrimoine et développement à la Ville de Châteauroux. Merci. Donc, comme il y a votre demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.1, Mme Lefrançois. Alors, autorisation de résiliation du contrat de service relatif aux matières résiduelles avec Villéco et autorisation d'aller en appel d'offres. Une autre belle nouvelle. Alors, considérant la résolution 2023-0901-006 par laquelle la Ville de Château-Richer octroyait un contrat de cueillette et de transport des matières résiduelles à l'entreprise Villéco jusqu'en 2027, considérant l'augmentation continue au fil des années des coûts liés à la collecte et au transport représentant un total projeté de 540 040 et 56 pour l'année 26, considérant que tel niveau de dépenses exerce une pression importante sur la capacité financière de la Ville et sur le compte de taxes des citoyens, et que la facturation repose essentiellement sur des paramètres fixes et que les ajustements sont difficiles à moduler selon l'évolution réelle. Alors, considérant que la Ville est devant une opportunité d'entente intermunicipale avec les municipalités voisines de Bois-Châtel et de Lange-Gardien relativement à la collecte et au transport de matières résiduelles, considérant que la Ville devra toutefois aller en appel d'offres pour certains volets spécifiques non régis par telle entente intermunicipale, notamment le service commercial, la collecte des bacs frontaux et les ramassages des monstres qu'on appelle. Considérant que la Ville et Villéco ont tenu une rencontre le 2 mars dernier afin de démontrer la bonne foi de la Ville dans le processus de résiliation, de définir une date convenable d'arrêt des activités pour Villéco et de répondre aux préoccupations de l'entrepreneur, je propose d'autoriser Mme Magali Lavigne, directrice générale, à résilier le contrat des services relatifs à la cueillette et au transport des matières résiduelles avec l'entreprise Villéco selon les dispositions de la loi. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. J'aimerais préciser également... Il n'a pas fini. Il reste un petit paragraphe, désolé, au verso. Oui. Alors, d'autoriser les services administratifs de la Ville de Château-Richer à préparer et publier un appel d'offres relativement à la cueillette et au transport des matières résiduelles commerciales, la collecte des bacs frontaux et les ramassages monstres. Donc, je vais reprendre le vote. Donc, la résolution étant complétée, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Je vais quand même en profiter pour vous dire également que lorsque les nouveaux services vont entrer en fonction suite à une entente qui va être signée là, avec Ange-Gardien et Bois-Châtel, on va vous mettre au courant de tout le nouveau fonctionnement et les modalités là, qui vont suivre par rapport aux services. Donc, il y a des publications qui vont prendre place. Il y a quelques années, en 21, quand on avait renouvelé, on avait essayé de faire une entente à ce moment-là, mais comme la période dans le temps était trop restreinte, on n'avait pas eu le temps d'organiser tout le processus au niveau des négociations, on n'avait pas pu le faire. C'est pour ça qu'on est allé en appel d'offres, mais là, cette fois-ci, on a l'opportunité de pouvoir le faire, donc on a enclenché la possibilité de faire une entente avec eux autres. Pour le point 13.2, donc, c'est une demande d'aide financière pour la collecte des matières résiduelles des fonds régionaux, ruralité, coopérative et gouvernementale, de gouvernance municipale. C'est une subvention qui existait, qui n'a pas été disponible, je pense, dans les 2 dernières années. Donc, lorsqu'il y a un regroupement de municipalités pour faire une entente intermunicipale, il y a une somme de 350 000 qui est disponible pour les villes pour aider là, dans ce processus-là. Donc, on en fait la demande là, en joignant l'équipe de Bois-Châtel et de Lange-Gardien. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer s'engage à participer au projet d'entente intermunicipale concernant la fourniture d'un service de collecte des matières résiduelles, d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, et que le conseil municipal de la ville de Château-Richer comme municipalité nomme la municipalité de Bois-Châtel organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale au fonds région et ruralité sous volet coopération intermunicipale,
et désigne Mme Lavigne, directrice générale, pour signer tous les documents nécessaires là, pour la présente demande de subvention. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Pour les points 13.3 et 13.4, donc je fais le dépôt aux 2 points de bilan annuel pour la qualité de l'eau potable là, pour la période du 1er janvier au 31 décembre et le bilan aussi du suivi de plomb et de cuivre dans l'eau potable là, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 également. Nous sommes rendus au point 13.5. M. Rémillard. Oui. Schéma de couverture de risque incendie. Adoption du rapport annuel 2025. Considérant le dépôt par le service de sécurité incendie des tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance pour la ville de Château-Richer et le plan de mise en œuvre pour l'année 2025, tel que requis par le schéma de couverture de risque incendie, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, lequel stipule que les municipalités locales doivent adopter par résolution leur rapport d'activité annuel respectif, considérant que le conseil municipal de la ville de Château-Richer a pris connaissance des 10 tableaux et du plan de mise en œuvre qui ont servi à produire le rapport final 2025. En conséquence, je propose d'adopter le rapport d'activité annuel 2025 du schéma de couverture de risque incendie pour la ville de Château-Richer. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.6, qui est l'adoption d'une directive sur l'utilisation d'une autre langue que le français dans la communication de la ville de Château-Richer. Donc, considérant qu'on doit adopter une directive précisant la nature des situations, je propose donc d'informer le ministère de la langue française et que la ville de Château-Richer utilise exclusivement le français dans toutes ses communications. Que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 2915 du Code 2915 de la Charte de la langue française et que nous allons transmettre la résolution au ministre de la langue française. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.7, le dépôt du certificat relatif aux résultats de procédure d'enregistrement suivant l'adoption du règlement 655-26. Donc, on fait le dépôt là, des résultats donc, au niveau de la procédure d'enregistrement des personnes qui sont habiles à voter. Donc, pour ce règlement-là, il y avait possiblement 3776 personnes habiles à voter. Ça prenait 389 demandes pour obtenir un vote et finalement, il n'y a eu aucune demande de signature. Il n'y a aucune demande qui a été signée à cet effet-là. Le 13.8, c'est également un dépôt de certificat relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement suivant l'adoption du règlement 656-26, modifiant le titre du règlement 629-25 afin de remplacer l'élaboration d'un plan de communication par l'élaboration d'un plan de développement stratégique. Encore une fois, on a eu 0 demande qui a été signée là, c'était les mêmes montants de personnes habiles à voter et le nombre de demandes requis, donc il n'y a eu aucune demande de signature qui a été faite. Donc, ça conclut le dépôt. Au point 14, au niveau de la correspondance, nous n'avons pas reçu de correspondance. Nous sommes rendus au point 15, qui est la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est en ligne? Oui. Je commence avec une première question en ligne. Tac, excusez-moi. Monsieur Jimmy Saint-Hilaire, première question. Comment pouvez-vous parler de transparence pour le projet aux Trois Couvents alors que vous l'avez caché en campagne électorale malgré le fait que ça faisait 1 an que vous y travaillez? Je dirais qu'en septembre dernier, en septembre 25, on a adopté une résolution qui faisait la demande de s'inscrire au PEP. On l'a voté lors de la séance, la séance du conseil à ce moment-là. Et on le faisait pour aider l'OSBL en réalité, là, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des travaux qui étaient nécessaires sur le bâtiment. Donc, il n'y a pas eu de cachette à ce niveau-là. Il n'y a pas eu on n'a rien caché aux gens. Puis, c'était pas une priorité à ce moment-là parce qu'on avait. C'était dans ces eaux-là où on nous a approchés et on nous a parlé que peut-être qu'on pourrait avoir un projet avec l'OSBL, mais c'était au balbutiement. Mais l'objectif à ce moment-là était vraiment de déposer la demande là, pour les aider là, au niveau de la réfection. Puis c'est comme ça qu'on l'avait présenté aux gens. Puis c'est comme ça que la résolution a été faite. Donc il n'y a eu aucune cachette qui a été faite là. Des fois, des dossiers, peu importe le dossier, on en regarde plusieurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont retenus, puis ça ne veut pas dire que le conseil non plus va les retenir, puis ça ne veut pas dire qu'on va aller d'avant là-dedans non plus.
Merci. Merci. J'ai 3 autres questions, je ne sais pas comment. Oui, allez, on peut y aller, on ira après. Ça va? Merci. Donc, deuxième question, Monsieur Jimmy Saint-Hilaire. Allez-vous faire des soumissions pour tous les travaux nécessaires et mentionnés dans le rapport de Maxime Lapalme, donc le rapport Spotted, avant d'acquérir aux 3 couvents pour avoir un plan financier réaliste et non estimé? Pardon. Ben là, présentement, les études vont se terminer, puis après ça, l'évaluation des coûts va être faite, comme dans tous les projets. Puis après ça, on va aller en appel d'offres là, pour faire réaliser les travaux, là, si on décide d'aller d'avant, parce que la décision n'est pas encore prise officiellement, mais on attend encore les résultats de certaines études, comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation que M. Robert a fait. Donc, on attend encore des résultats de certaines études. Puis, lorsqu'on aura l'ensemble, là, à ce moment-là, le conseil va se prononcer, puis on verra là, si on va d'avant, mais la séquence est celle que j'ai dit précédemment. Bon. Merci. Madame. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le maire. Dans la séance du 1er octobre, le volet PRACIM, volet 1, vous avez fait une demande de subvention. Vous avez dit que c'était pour un projet, c'était pour quel projet au juste? Pour répondre à votre question, c'est que lorsqu'on a déposé pour le PRACIM volet 1, c'était pour le garage municipal. Okay. Donc une fois, puis on a parlé dernièrement des rencontres aussi, le PRACIM, on peut l'obtenir pour le volet 1 dans un dossier. Et pour le volet 1, dans un dossier, puis une fois qu'on est adopté, à ce moment-là, c'est difficile de se reclasser avant plusieurs années, avant d'avoir d'autres projets dans le volet 1, donc pour les bâtiments d'envergure, je dirais. Là. Puis ce volet-là, le PRACIM permet d'aller chercher une subvention jusqu'à la concurrence de 5 millions. Et c'est environ 60%, tout dépendant. Des fois, il y a des subventions qui peuvent se combiner, mais c'est aux alentours de 60% qu'on peut avoir. Et 60% de 5 millions, ben, ça fait 3 millions, 33, fait donc on en payer 2 de notre poche. Et si le bâtiment coûte en moyenne 2 millions de plus, mais ça veut dire que c'est 2 millions plus le 2 millions additionnel qui dépasse de 5 millions. Donc c'est à peu près la somme que la Ville aura à assumer à ce moment-là si le projet est accepté. Parfait. Je voulais juste vous mentionner à la question à M. Saint-Hilaire tantôt dans la séance du 25 novembre. Celle que vous avez présenté le projet, la madame Troupin qui fait partie du CA, je ne sais pas si elle en fait partie encore, mais bref, elle avait mentionné que ça faisait 1 an que vous en discutiez. Je vais juste vous dire ça comme ça. Premier. Oui. C'est quand même important de préciser que ça fait 1 an que le conseil aux 3 couvents exprimait une difficulté. Oui. Par rapport à leur subvention et l'inquiétude qu'ils avaient à perdre leur agrément ou non, et quelles étaient les possibilités de la ville à ce moment-là d'aider ou de ne pas aider. Donc il y a quand même une distinction là au niveau des discussions qui ont été faites là. Ce qu'elle a dit, c'est que la ville avait été interpellée pour trouver des solutions. C'est ce que j'allais répondre, puis honnêtement, on s'est rencontrés dans une activité de la MRC à quelque part, je ne l'ai même pas reconnu, on a discuté un peu comme ça, puis là, en jasant, on s'est présenté, puis on dit « Ah oui, c'est vrai ». Et c'est là où on en a parlé, mais de façon là, c'est là où la demande a été adressée, mais puis encore là, c'était au balbutiement, parce qu'il y avait-tu de l'ouverture, pas d'ouverture, on regarde tout ça, on regarde pas ça, donc non, là, oui, on connaissait l'état de la situation, parce qu'on avait apporté de l'aide financière, puis on nous avait demandé de l'aide financière additionnelle, puis on avait dit non à un moment donné, puis c'est là où... parce qu'on voyait qu'il y avait comme genre des difficultés, mais on avait demandé des redditions de comptes. Il y a eu des discussions, là. Fait qu'on n'était pas dans l'optique où on s'en allait vers quelque chose. Je précisais que l'aide financière là, était en lien avec l'exposition Olivier Le Tardy à la suite de l'inauguration de la sculpture d'Olivier Le Tardy, parce qu'il y avait une exposition qui devait être faite aux 3 couvents, qui n'était pas à notre goût. Et à ce moment-là, on avait demandé des redditions de comptes par rapport à l'exposition qui avait été faite. Et là, il y avait une contribution possiblement supplémentaire avec Développement Côte-de-Beaupré et la ville pour la rendre au niveau et du standard qui était attendu puis qui était espéré. Et c'est à partir de là que la compréhension s'est faite qu'il y avait des difficultés aux 3 couvents, que le ministère de la Culture nous a interpellés également pour nous dire qu'il y avait peut-être la possibilité qu'aux 3 couvents perdrait son agrément. Donc s'ils perdent l'agrément, ça veut dire qu'il n'y a plus de subventions possibles au niveau gouvernemental. Donc là, il y a une réflexion effectivement qui doit commencer à se faire. Qu'est-ce qui va se passer avec l'édifice, comment, etc.
Mais c'est comme ça, Ouais. à partir de cette exposition-là, puis l'argent donc financé, c'était l'exposition qui est financée. C'est pas Effectivement. aux 3 couvents, c'est important de le préciser. Merci pour la précision, effectivement. Michel Barry. Alors, moi, je voudrais savoir comment le conseil municipal utilise, disons, les résultats de l'exercice de planification stratégique que vous avez fait faire, à laquelle vous avez participé entre juillet et septembre 2025. À quel moment vous comptez la présenter aux citoyens comme vous en avez déjà promis? Je comprends la question, mais on n'a pas encore fait le tour ensemble au niveau du conseil. Là, c'était fait, le plan était fait avec le mandat, sur le mandat de l'autre conseil d'avant, mais ce conseil-ci ne sait pas, on ne l'a pas reçu, puis on ne s'est pas penché là-dessus encore. Parce qu'on a eu d'autres dossiers à traiter, on n'a pas eu le temps de regarder ça, mais c'est des choses qu'on va faire éventuellement. Parce que j'imagine que si vous aviez pris cette décision-là, de participer, de le faire faire, c'est parce que vous jugiez qu'il y avait un besoin. Oui, mais il reste 3 personnes de l'ancien conseil, donc là, comme il y a 4 nouvelles personnes, c'est important que tout le monde se l'approprie également, qu'on reçoive la même information, qu'on comprenne le mandat qui avait été donné à l'époque, le résultat qui est sorti, puis qu'on ait la même lecture, puis après ça, on va prendre une position là-dedans, puis on va avancer dans le dossier. Là, c'est des choses qu'on avait regardées à planifier, mais finalement, il est arrivé d'autres dossiers, puis on l'a remis un petit peu plus tard, là, mais c'est des choses qu'on va discuter éventuellement. On va vous tenir au courant, puis dès qu'on va pouvoir le présenter aux citoyens, on va vous en informer de la date, ça, sans problème. Je ne mets pas d'ordre de grandeur, il y a trop d'affaires qui se passent. Dans l'année 26? Dans l'année 26, ça c'est sûr, mais je vais mieux pas donner d'ordre de grandeur parce que des fois on se trompe. Bon, parfait. Oui. Pour le montant ou les montants qui ont été accordés dans le cadre du traitement des eaux usées, vous allez amorcer ça bientôt et pour le volet 1 comprend. Nous, on va signer la convention, là, comme de quoi qu'on s'inscrit dans ce dossier-là. On est content, on reçoit avec un très grand plaisir ce montant d'argent-là. Ça couvre l'ensemble là, du territoire de Château-Richer. Maintenant, il faut regarder un peu comment le programme va se déplier, puis comment on va pouvoir l'utiliser, puis comment on va pouvoir l'appliquer pour le maximiser. Là. Donc, on a beaucoup Vous parlez du puits, hein? Oui, c'est ça. Le puits, une fois que c'est signé, nous, on a des étapes et un processus à suivre parce qu'il va falloir travailler une firme d'ingénieurs qui va devoir rencontrer chaque citoyen parce que chaque résidence a un cas particulier au niveau de la taille de son terrain, au niveau de la qualité du terrain, etc., pour identifier le système approprié. D'abord, on va devoir faire un gros travail de communication avec les résidences qui sont concernées pour que les citoyens puissent savoir ce qui s'en vient, puis quel est le processus ensuite qui se met en place. Une fois que les ingénieurs auront fait l'étape de rencontrer chaque résidence, puis d'avoir identifié le système qui est approprié, il va y avoir un inventaire. À partir de cet inventaire-là, on va devoir aller en soumission pour aller chercher des entreprises qui vont être en mesure de pouvoir travailler sur l'installation. Alors, ce qu'on comprend, c'est que sur la côte de Beaupré, avec le nombre de maisons à notre actif, on ne pourra peut-être pas y aller sur un été seulement. Il faut qu'on puisse avoir des entreprises qui puissent suivre le mouvement, tu sais, pour l'installation dans les différentes résidences. Donc, on va y aller probablement à coup de 40 résidences là, avant l'échéance de 2028. Mais vous pensez à ceux qui n'en ont pas de système pour l'instant, enfin, ou des fosses? Le puits est dédié aux maisons qui se déversent directement dans le fleuve. Ouais. Voilà. Donc c'est pour nous conformer, vous vous souvenez, ça fait longtemps que je le dis, que malheureusement on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec le ministère de l'Environnement et que là on était obligé de bouger. Donc il y a eu énormément d'études pour savoir s'il était possible d'installer des égouts, oui, non. On vous en a fait un suivi régulier que les programmes ne suivaient pas, puisque même si on ouvrait pour les aqueducs, on ne nous autorisait pas à avoir une subvention pour les égouts. Donc après, c'était d'essayer de voir s'il y avait des systèmes qu'on pouvait placer en commun. Les études ont été faites dans ce sens-là aussi, beaucoup trop onéreux et puis peu réalistes. Donc la solution, c'est effectivement des systèmes indépendants, mais qui sont donc financés à beaucoup plus grande échelle que si vous y alliez par vous-même avec les crédits d'impôt. Et je pense que c'est pour ça que Madame Lefrançois était aussi contente, et on l'était tous, parce qu'on offre aux citoyens quand même une possibilité de financement qu'on n'aurait pas pu aller chercher individuellement. Je fais partie de ce groupe-là, entre autres. Donc moi aussi, je suis contente sur le plan individuel.
Parce qu'on peut ajouter que les études, en fait, avaient démontré que la priorité était dans le secteur 3 et secteur 4, qui est plus vers l'est. Parce que justement, c'est là qu'il y a plus de résidences qui se déversent encore dans des fossettes. Donc, Auberge Baker. Ouais. Ok. La rue Couillard. Le son Couillard nom à jusqu'à- Paris, dans le Oui, fond. c'est ça. Ouais. Ouais. Ça est bon? Parfait, merci de Merci. l'information. Ça fait plaisir. Oui? Je me permets, j'ai Oui. une question en ligne, enfin deux. Oui. Monsieur Samuel Roberge, comment pouvez-vous justifier de dépenser un total de plus de 2,7 millions de dollars d'argent public pour la rénovation extérieure et l'aménagement des bureaux de l'hôtel de ville au 4e étage d'une bâtisse qui vaut au plus 1,8 million de dollars? Et ce, pour n'occuper que le tiers de la bâtisse. Ne trouvez-vous pas que l'investissement est illogique? C'est une question de compréhension, c'est une question de perception, c'est une question de, je ne sais pas comment le dire, là, de votre rapport, M. Roberge, mais en réalité, les coûts qui sont associés à ces deux projets-là, en réalité, parce que c'est un projet, je dirais, à deux têtes, là, où il y a une partie où c'est l'hôtel de ville, puis l'autre partie, c'est la caserne de pompiers. C'est un projet qui va nous coûter environ, comme vous venez de le dire, aux alentours de 2,5 millions. Mais si on avait eu à bâtir une caserne de pompiers, c'est un peu comme tout à l'heure le garage municipal que je parlais, c'est le même principe. C'est faut aller chercher dans le Pracim volet 1, puis là, à ce moment-là, c'est à peu près 60% du 5 millions qui est financé. Et il fallait payer la différence. Ça, c'est juste pour un bâtiment. Donc, à moyen long terme, là, l'échelle, l'économie qu'on fait faire à la ville pour avoir deux bâtiments, au prix de même pas un, parce que si on avait été seulement avec la caserne de pompiers, on comprend que c'est à peu près 5 ou 6 millions qu'il aurait fallu sortir de notre poche malgré les subventions. Donc, c'est juste pour un bâtiment. Tandis que là, on règle deux situations. On avait un besoin au niveau de l'hôtel de ville, puis on avait un besoin au niveau de la caserne en même temps. Donc, les deux ensemble, on règle deux situations pour pas beaucoup d'argent sur le dos des contribuables. Oui? J'aimerais préciser qu'on a parlé tout à l'heure qu'on allait donner de l'information au fur et à mesure. Là, les analyses, les états des lieux vont entrer, les autres soumissions vont entrer, ce qui va faire que le chiffrier qu'on avait placé le 25 novembre, qui était un projet préliminaire, vont être confirmés au niveau des montants. On est en train de travailler le PEP, le PEP, avec l'enveloppe distincte qu'on avait annoncée à 1,5 million, et il est certain que ça ne sera pas 1,5 million déjà d'une part, et avec les contributions qu'on va avoir avec le PEP, donc l'entente au niveau patrimonial, et puis les soumissions qui vont rentrer, on va refaire un chiffrier très concret par section. Donc, comme on vous l'a présenté le 25, vous avez la section de la coquille, vous aviez la question de l'aménagement aux 3 couvents, et vous aviez l'enveloppe aussi pour la caserne. On va refaire un point aussi sur la caserne la semaine prochaine, après la rencontre avec l'APSAM, parce que comme ça, tout le monde, en tout cas les pompiers, les élus, etc., auront eu l'info. On pourra présenter davantage d'informations là-dessus, mais au fur et à mesure, cette démonstration s'affaite. Donc, à ce moment-là, quand on reverra le chiffrier, quand on aura des comparatifs, à ce moment-là, on pourra donner toutes ces réponses-là de façon très claire. Et je pense que les doutes et les questions vont être levées à ce moment-là. Merci, Mme Lavigne. Est-ce que vous m'autorisez à aller avec la deuxième question? Donc, M. Samuel Roberge, vous nous parlez souvent de transparence, comme si à force de répéter le mot, cela vous en conférait la qualité. Pourriez-vous m'expliquer avec transparence pourquoi c'est un citoyen qui a publié l'inspection du bâtiment aux 3 couvents plutôt que la ville? La ville l'a publié, là, on l'a mis sur notre page. Sur le site On Internet. l'a mis sur notre page web de la ville, effectivement. Le document il est en place, là, il est là. Puis ça suit toute l'information qu'on a divulguée aux gens aussi. Il y a également quand même à comprendre aussi, puis avec tout le respect pour les citoyens, c'est qu'une ville n'a aucune obligation de transmettre des rapports. Donc on l'a fait pour le PowerPoint, on l'a fait pour le rapport de l'Audi, on l'a fait pour le rapport Spotted Inc. Ça a été diffusé sur le site Internet, donc je ne vois pas comment on peut être plus transparent non plus à ce niveau-là. Merci. Oui, Denis Jabidon, concernant le vieux couvent, il y a devant un ascenseur dedans, ben. Oui. Oui? Oui. OK. Concernant les derniers développements de Gosselin-Tremblay, on est rendu où avec ça? Ben là, M. Gosselin, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont signé une entente avec
je pense que c'est dans le parc industriel là, au niveau de Beauport. Donc, M. Gosselin est toujours propriétaire de son terrain. M. Gosselin va rester là encore, pas un bout. Et ça se peut qu'il fasse des activités sur 2 sites aussi en même temps. Là, pour l'instant, c'est décision et qu'est-ce qu'il va faire. Là, on n'a pas de réponse claire au moment où on se parle. Mais M. Gosselin, c'est un entrepreneur de Château-Richer. On espère le garder. Mais il a signé quand même une entente. Puis il y avait la possibilité de pouvoir aussi opérer sur ces 2 sites. Là. Donc, il va se rapprocher de certains je dirais, contrats. Puis il va avoir comme 2 lieux en réalité pour le moment. Il ne sera pas fermé, vous, chez Québec. Pour le moment, il n'y a rien de fermé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça va? Vous avez posé vos 2 questions? Juste Oui, une. Non, juste une. Elle en a posé 2. Elle a posé la sienne, par ça, elle est revenue sur la question de M. Saint-Hilaire. On en a fait 2. Vous venez la faire, là, mais vous en avez fait 2. En réalité, c'est pour Mme Lavigne, la question. Oui. Allez-y. Vous parlez du 25 de droits acquis. Ben, c'est celui Oui. que vous parlez, 25 du droits acquis. Oui. Par rapport à la caserne sur la surface. Oh, oui, je sais c'est quoi. Oui, mais Moi, peut-être je que veux les juste gens qui savoir- vous écoutent ne le savent pas. Donc, on Je veux précise. savoir, ton 25 ça prend ton bâtiment plus les 5 portes de garage. Ça fait un tout, là. Comme vous m'aviez dit que ça faisait un tout, là. Ça faisait un tout. Donc, Et c'est puis, 25 de tout. c'est 25 ce que les ingénieurs en structure nous informent maintenant, c'est que tu as un 25 sur la partie de l'hôtel de ville et puis de la caserne en tant que telle. Donc, il y a la possibilité, avant que je me mette les pieds dans les plats et puis qu'on me le reproche, il y a 185 mètres carrés sur lesquels on peut travailler. Or, de déplacer toute la zone de décontamination dans le garage, oui, vous pouvez le noter parce qu'on le publiera de toute façon la semaine prochaine, donc il n'y a pas de problème. Ça dépasse ce 185 déjà là. Et je vous dirais que nonobstant le fait là, de la surface ou non, la problématique reste que la structure actuelle du garage qui est devenu caserne, parce que vous savez que c'était un garage municipal qui a été construit en 1964, et que les portes 1, 2, 3 étaient en 64, puis 4 et 5 se sont reconstruites après dans les années 70. Donc là, les ingénieurs de structure sont passés, donc on est loin d'être dans le visuel. On a vraiment des rapports, puis des rapports qui vont être rédigés, qui indiquent que la structure au niveau de la toiture est défaillante. Donc si on avait à réinvestir pour réaménager des espaces à l'intérieur, il y a tout un travail à refaire. C'est ce qu'on appelle le dégarnissage. Et ce travail-là, à ce moment-là, obligerait à refaire toute la partie de la structure. Donc ça reviendrait pratiquement à dire de refaire une caserne au complet. Parce que là, on n'est pas que dans la question de la zone de décontamination. À ce moment-là, il y a tout ce qui est requis pour une caserne. D'accord. Moi, la seule question, c'était, je voulais juste savoir si le 25 c'était un tout. Alors, est-ce que vous savez, c'est bien, je vous réponds en plus, c'est bien. savoir que l'hôtel de ville en soi, c'est une ancienne banque. Absolument. Donc, C'était il y une a un ancienne coffre-fort. banque. Et puis avant, c'était une école de garçons. Avec 3 étages Mais il y qui a ont un été coffre-fort détruits. dans 3e étage détruit aussi en 64. Mais celui-là, il y a un coffre-fort dedans. Il y a un coffre-fort, mais c'était venu après quand même. Donc, il ne faut pas oublier l'histoire. L'histoire, c'était que c'était une ancienne école de garçons. Et d'ailleurs, c'était intéressant à voir au niveau des photos. C'est dommage que ça a été détruit. Très dommage. Oui. J'ai une nouvelle question en ligne. Madame Caroline Poirier, Oui. pouvez-vous repréciser où est le rapport exactement sur le site? Donc on parle du rapport de l'inspecteur, donc Spotted. Madame Lavigne est sur la page web. Hein? Sur le rapport, Le rapport sur la de- page sur web. la page web, oui, effectivement. Au même endroit que pour le PowerPoint. Quand on arrive sur la page web de la ville, on le voit là, d'emblée, il est déjà affiché, tout est là, là. Il y a un lien qui est là, si je ne me trompe pas. Là. Dans le Pas le communiqué de rapport. presse qui a été publié, je pense que le lien avait C'est été ça. fait, ou sur la page Facebook, il y avait le lien qui a été fait À sur la la fin page du communiqué de Facebook. presse, il y a Il me le semble lien. que sur la page Facebook, C'est ça. on avait publié le Ouais. lien qui Ouais. donnait accès Exact. directement Ouais. au PowerPoint et à l'étude. Ouais. Est-ce que je me trompe ou Non, C'est exactement ça. Ça va? Merci. D'autres questions? Oui? Bonjour, Alice Pont. Je veux juste valider ma compréhension par rapport à la subvention pour les eaux usées. Oui. Si j'ai bien compris, dans le fond, ce que j'ai entendu, c'est qu'on avait suffisamment pour toute la municipalité, qu'on débutait par le secteur dans le coin du Bécard. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai pas dit qu'il y en avait suffisamment C'est ce pour que toute la j'ai municipalité parce que je ne suis pas sûr qu'on va en avoir suffisamment. Par contre, on dispose de ces sommes-là
Et c'est sûr qu'il va falloir qu'on évalue, comme on le précisait tout à l'heure, les zones les plus critiques en premier là, pour aller voir. Puis, comme on le disait, Mme Lavigne tout à l'heure, on risque d'être capable de faire peut-être un 40 ou 50 propriétés par année. Là. Mais est-ce il va en avoir suffisamment? J'en ai aucune idée. Est-ce que le programme va se réouvrir après parce que ça va devenir un succès? J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'on va garder l'œil ouvert sur ces subventions-là, puis la possibilité. Puis, comme je disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, on va regarder un peu comment ça déplie aussi, puis comment va pouvoir être utilisé ces subventions-là. Parce qu'on a un programme, on a des choses, mais on n'a pas eu le fin détail de comment ça va s'appliquer non plus. Donc, on n'est pas en mesure de vous donner les détails de ça, mais éventuellement, dès qu'on va les avoir, on va vous les transmettre. L'évaluation va quand même être faite. Oui, l'évaluation va être faite. Puis l'évaluation, le service de l'urbanisme avait déjà beaucoup travaillé pour identifier. Et puis, il y a quelques années, dans le mandat, pas nous, mais le mandat de précédent, le ministère avait demandé aux villes aussi que les services au niveau des vidanges soient organisés puis soient structurés dans les milieux municipaux. Ça avait été fait par d'autres administrations avant nous. Puis d'autres villes n'avaient employé le pas aussi. Donc, ça permet de faire une espèce d'avoir un certain regard sur l'ensemble des installations. Là, puis d'avoir des rapports aussi quand il y a des problèmes. Merci. Ça fait le tour, M. Guizic? Oui, je vous remercie. Donc, considérant que la période de questions est terminée, nous sommes rendus au point 16, qui est la levée de la séance ordinaire du 9 mars. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose de même. Donc, Mme Lefrançois propose de mettre fin à la séance, que la séance soit levée. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Merci.